Bonjour à tous, donc je vais juste me représenter très vite, peut-être. Donc je m'appelle Dominique Lostis, donc je ne suis pas non plus une grande spécialiste des données, je suis documentaliste. Mais en fait, Francis André l'a évoqué dans son exposé plusieurs fois. L'INRA s'est engagée depuis 3-4 ans maintenant dans un grand chantier qui s'appelle toujours Data Partage, à l'initiative en fait du conseil scientifique de l'INRA. Et plusieurs d'entre nous, donc nous c'est notre communauté IST, ont été impliqués au même titre que des chercheurs. Donc finalement, vous voyez, ça rejoint votre question. C'était vraiment un chantier qui mettait en présence différents métiers pour globalement et collectivement avancer sur ce chantier. Alors on va revenir à des choses plus terre à terre peut-être que ce que Francis André a présenté, mais vous allez voir, il y a des petits rappels, des croisements, je pense qu'on va retrouver dans les deux exposés. Alors le plan que je vais suivre, donc je vais commencer par un très bref rappel du contexte général, mais qui a été abondamment décrit déjà. Et par contre, je vais essayer de faire une petite comparaison entre ce qu'on entend par big data d'un côté et small data de l'autre. Et ensuite, l'exposé portera sur deux parties. Une partie plus consacrée à la gestion des données. Qu'est-ce qu'on entend par bonne pratique de gestion? Et là, on rappellera donc la question des plans de gestion, donc qui a été introduit tout à l'heure par Francis André. Les plans de gestion, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en écrit? Comment? Et plus précisément, on abordera 3 points particuliers, donc la description, la documentation des données, l'aspect stockage, sécurisation du stockage, et l'aspect préservation à long terme. Ce sont 3 points un peu importants au niveau de cette étape de gestion. Et puis, finalement, l'objectif quand même, c'est le partage, l'ouverture. Mais cette ouverture et ce partage ne peut être en fait que le résultat d'une bonne gestion antérieure. Donc on verra dans la dernière partie, une fois qu'on a bien préparé ces données, quelles sont les pistes en fait, quels sont les moyens pour diffuser éventuellement ou publier ces données. Donc voilà un petit peu le plan de l'exposé que je vous propose. Alors un contexte général, mais vraiment très rapidement. Donc partager les données, bon Francis André l'a déjà bien décrit, ça devient vraiment une problématique mondiale, c'est un sujet très en ébullition dans tous les organismes de recherche. Et pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Il y a vraiment des gros enjeux scientifiques. Le conseil scientifique de l'INRA avait mis le point là-dessus donc il y a 3 ans, et on voit que finalement c'est une problématique mondiale pour répondre à un grand nombre de grands défis sociétaux, des problématiques scientifiques comme l'alimentation, les problématiques de changement climatique, l'agriculture durable, etc. Enfin, vous voyez ce que j'ai mis là-dedans. Et tout ça suppose finalement une transdisciplinarité, une meilleure collaboration entre les équipes et l'ouverture, la mutualisation, à la fois des informations, donc ce qu'on avait déjà avec le mouvement de l'open access, peut-être sur les publications, mais aussi des données et des compétences. Bon, pour ceux qui voudraient lire quelque chose qui fait le point par rapport à ça, là j'ai mis un lien sur un numéro de Science qui date déjà de 2011 et qui balayait comme ça dans un grand nombre de secteurs scientifiques les enjeux de l'ouverture des données. Alors, cette ouverture des données, elle est soutenue très largement. Donc, c'est la démarche de l'open science. Et on va retrouver donc là des actions tant au niveau des organismes de recherche qui finalement prennent position progressivement et basculent de l'open science, donc pour les publications, vers l'open data. C'est aussi, vous allez le voir tout à l'heure un peu plus en détail, soutenu par les financeurs de la recherche. Et donc là, on voit que de plus en plus, tant la Commission européenne que, par exemple, aux États-Unis, la NSF, ou en Angleterre, les RCUK, qui sont les financeurs de la recherche, vont soutenir l'ouverture des données et vont, par exemple, recommander, voire imposer les plans de gestion, dont on parlera tout à l'heure. Les gouvernements suivent le mouvement et, par exemple, le G8, en 2012 ou 2013, dans sa déclaration finale, a repris aussi un texte qui soutient l'ouverture des données. Et puis enfin, et là ça recroise déjà avec l'exposé de Francis tout à l'heure, il y a effectivement des collectifs transversaux complètement ou spécialisés dans des disciplines particulières qui se chargent de la question des données et essayent donc de mettre en place des démarches collectives, collaboratives. Donc Science Europe a déjà été cité, Research Data Alliance aussi, donc l'INRA, on a des collègues qui participent activement à certains groupes de travail,
par exemple orientées sur les données agricoles, puisque c'est la vocation de l'INRA, et qui font avancer comme ça un petit peu le chantier en interne aussi à l'Institut. Et puis, bon, j'ai cité là aussi Godan, là c'est une autre démarche, là qui vise aussi à favoriser l'ouverture des données dans le secteur agricole et alimentaire. Alors, maintenant, donc, cette représentation graphique qui, en fait, marque la distinction, et vous voyez que la courbe c'est une courbe de distribution hein, des données, et vous voyez qu'elle est très profondément asymétrique. Donc, la tête qui donc apparaît grosso modo sur la partie rouge représente finalement ce que souvent on étiquette comme big data. Donc, big data, ce sont finalement des très gros volumes de données qui sont produits par un petit nombre d'acteurs, enfin relativement petit nombre d'acteurs, mais qui sont souvent donc des productions de données sur des plateformes un peu dédiées à ça. C'est ce qu'on va trouver dans des disciplines, par exemple dans les sciences exactes comme la génomique, comme la physique, l'astronomie. Donc ils vont produire des grandes quantités de données avec des processus qui sont dédiés, qui sont bien automatisés, avec aussi des équipes derrière dont c'est un peu la vocation. Donc là, on a quelque chose d'assez homogène. Et normalement, déposé sur des entrepôts qui sont des entrepôts un peu de référence pour les communautés qui s'y intéressent. Donc assez facilement, au moins visible, repérable et éventuellement réutilisable. Et puis si on regarde la partie bleue, donc la long trail, là, long tail en anglais, on va progressivement aller vers ce qu'on entend, ce qu'on appelle souvent les small data. Donc là, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on va avoir des plus petits jeux de données, mais qui sont produits par un très grand nombre d'acteurs. Ces acteurs étant, bon là j'ai repris une petite référence à Horstman, là, qui est quelqu'un qui travaille aussi à RDA, je crois. Et lui, donc, il rappelle que finalement, l'open science, elle est vraiment conduite dans quasiment le million les 100 000 projets donc scientifiques qui sont conduits dans le monde, donc par le million de chercheurs qui travaillent quasiment à la paillasse, quoi. Voilà. Et là, pour faire la différence avec le big data de tout à l'heure, on aura des données qui sont par nature beaucoup plus hétérogènes, qui sont beaucoup moins cadrées, donc avec effectivement des difficultés certainement beaucoup plus importantes au niveau de l'accès. Donc ces données, on va les retrouver au mieux sur des serveurs peut-être institutionnels ou des serveurs de laboratoire, mais ils seront plus difficiles d'accès. Donc voilà un petit peu la différence entre big data et small data. Et vous voyez que sur le schéma, donc l'auteur a placé une petite frontière en pointillé qui marque la différence entre ce qui probablement va être visible à travers la littérature et dans la partie droite de la courbe. Là, on tombe dans le dark data, donc finalement des données qui sont très souterraines, voire quasiment inaccessibles. Alors, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, toujours sur les small data, une enquête de 2011 publiée dans Science et qui portait sur un panel de 1700 réponses montrait justement que dans les résultats, donc 48,3% donc des répondants disaient travailler sur des jeux de données finalement assez petits, moins de 1 gigabit. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que quasiment la moitié, la 50%, déclaraient que ces données n'étaient enregistrées que sur leur disque de laboratoire, quasiment. Donc ça marque bien que bon, c'est des données qui sont quand même pas forcément très accessibles. Et par contre, l'hétérogénéité de ces données, finalement, c'est aussi leur richesse, mais à condition qu'elles soient décelables et qu'elles soient exploitables, justement par des bonnes pratiques de gestion. C'est un peu tout l'enjeu donc de ça. Donc bien gérer les données, c'est vraiment le préalable à l'ouverture et au partage qui est un peu l'objectif majeur donc de cette démarche. Alors là, j'ai repris une citation de ma chef, Odile Ologne, donc qui est responsable de l'IST à l'INRA, qui disait ceci, donc l'ouverture des données ne peut constituer un point de départ, elle ne doit être envisagée que comme le résultat d'une bonne politique de gestion des données, qui en constitue le préalable indispensable. Voilà. Et finalement, et Francis André l'a dit tout à l'heure, c'est qu'actuellement, il y a vraiment un challenge au niveau des organismes de recherche pour essayer donc de développer ce que l'INRA et je pense d'autres appellent la culture du partage. Et tout ça, ça met effectivement en œuvre des métiers différents. Donc là, on rejoint un peu votre question. C'est vraiment une démarche vraiment collaborative et collective,
avec des compétences diverses qui essayent de se mettre en route en même temps. Voilà. Donc à l'INRA, en tout cas, c'est un chantier qui a commencé il y a quelques années. Et pour preuve, donc, ça commence à rentrer vraiment un peu plus de façon officielle. En novembre 2015, l'INRA s'est doté de nouvelles missions. Donc le décret est sorti en novembre. Et dans ces nouvelles missions, les nouveautés qui ont été introduites, c'est justement le fait d'organiser l'accès libre aux publications d'une part, ça c'était déjà un petit peu en route avec l'open access, mais aussi maintenant aux données de la recherche. Et l'autre volet qui a été introduit, c'est l'ouverture vers la science citoyenne, disons les échanges plus serrés, sciences citoyens. Voilà. Alors, développer une culture du partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préoccuper et essayer d'améliorer la qualité des données. Donc ça, c'est un point aussi qui a déjà été évoqué. Donc en interne, comment essayer de mettre en œuvre une politique aussi pour aller vers ça. Faciliter la découverte et la réutilisation des données. Ça, c'est l'objectif qu'on recherche. Et ça va passer par la motivation, l'information, la formation des doctorants, des scientifiques, un peu tous les acteurs possibles. Alors, les former et les informer sur quoi? Les bonnes pratiques de gestion d'une part et de partage aussi. Alors, je crois que le document a déjà été cité tout à l'heure, ou au moins l'organisation. Rendre visible, partager ces données, comment s'y prendre? Ça représente quel type d'étape? Alors, il y a un rapport donc de l'ODE, la ODE pour Opportunities for Data Exchange, qui a été publié en 2011 et qui finalement mettait en évidence 7 grands critères, 7 qualités que les données doivent remplir, atteindre, pour pouvoir être réutilisables, être partagées. Alors, c'est les petites étiquettes en couleur que j'ai repris. Donc, c'est la disponibilité, la visibilité, l'interprétabilité, la réutilisabilité. En français, c'est pas très joli. La citabilité, la curation ou documentation et la préservation donc à long terme. Alors, si on prend donc ces grands critères et le producteur de données, donc le doctorant, le chercheur, ça va représenter toute une série de questions à se poser pour bien préparer ces données. Donc c'est là à l'étape de gestion, donc il y a tout un ensemble de questions à se poser. Et on va essayer donc dans la suite de cet exposé de balayer un petit peu ces questions et de vous donner quelques pistes de réponse. Mais en 30 ou 40 minutes, ça ne peut être que un premier niveau de sensibilisation, disons. Voilà. Donc au niveau de la gestion, c'est comment décrire, comment documenter ces données. Donc là, on va parler de la notion de plan de gestion. Ensuite, on ne peut pas tout partager. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question de est-ce que mes données sont éligibles pour aller plus loin? Est-ce que vraiment elles ont une valeur? Est-ce que, voilà, je dois envisager de les partager, de les ouvrir? Si donc on a pris cette décision-là, il faut se poser la question donc des différentes voies possibles. Comment diffuser ces données? Et enfin, si on vise donc vraiment la réutilisation, c'est le but ultime quand même de l'ouverture, eh bien, il faut faciliter cette réutilisation. Et là, ça va supposer encore donc de travailler sur différents points. Alors, discoverability en anglais, c'est quand même plus joli. Moi, j'ai traduit ça par trouvabilité, mais excusez-moi pour le joli mot en français. Mais il faut essayer de garantir donc un accès pérenne à ces données, de travailler avec des formats durables, et puis aussi de travailler avec ce qu'on appelle des identifiants. Donc, on verra tout à l'heure à quoi ça. Qu'est-ce que je mets là derrière ça? De travailler sur la citation des données, qui va leur donner une visibilité. Et enfin, de travailler sur les licences, qu'il est fortement recommandé donc d'apposer aux données. Et là, on renvoie au problème juridique qui a déjà été un petit peu évoqué. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais essayer donc maintenant d'aborder cette seconde partie sur les bonnes pratiques de gestion. Et finalement, donc, la gestion des données, au niveau donc pratique, c'est finalement des décisions que vous aurez à prendre, doctorant par exemple, ou chercheur, des décisions parfois qu'on prend assez rapidement, mais qui auront potentiellement des impacts, des implications à long terme. Par exemple, donc quelques points rapides, favoriser les logiciels libres. Ça paraît un peu évident, mais voilà, rappelez ça. Au niveau de l'organisation des fichiers de données, se doter de règles simples, autant au niveau de l'organisation des fichiers, donc un rubricage qui soit lisible,
facilement par quelqu'un qui n'est pas forcément seulement le producteur des données, et adopter aussi une règle de nommage qui soit claire, facile à suivre au niveau du nommage des fichiers. C'est des règles un petit peu basiques, mais voilà. Utiliser aussi des formats durables au niveau donc des formats de données. Donc la notion de format durable, c'est effectivement par rapport à la garantie d'accès dans le temps. Et puis aussi essayer de se contraindre et de se donner des petites contraintes donc de qualité. Donc assurer des contrôles qualité sur tous ces points-là. Alors c'est aussi pour un autre problème, un risque qui est réel de perte des données. Alors là j'ai repris quelque chose d'humoristique là que je pense beaucoup de doctorants connaissent, la PhD Comics, mais plus sérieusement des auteurs, donc je vous rappelle les liens, à la fin il y a une bibliographie, des auteurs ont montré qu'il y avait vraiment une perte très importante des données. Et là, donc, une étude, je ne sais pas si c'est très lisible le schéma, donc, une étude qui a été réalisée en 2013, qui portait sur 516 articles publiés sur la période donc 1991-2011. Donc, les auteurs ont essayé de chercher à calculer donc le pourcentage de données qui étaient encore accessibles, donc progressivement dans le temps sur cette fenêtre de 20 ans. Et les résultats sont assez étonnants puisque en fait, en 2013, donc, s'ils regardaient donc les données qui avaient été exposées, enfin mises à disposition en 2011, oui, il y avait déjà plus que 37% qui étaient accessibles. Et s'ils continuaient, donc finalement, le résultat de l'article montrait que quasiment 20 ans après la publication, il y avait une perte estimée à presque 80%. Donc ça, c'est quand même très choquant. Et donc ça met le doigt sur les pratiques de gestion qui doivent essayer donc de limiter cette perte. Alors, on en arrive au plan de gestion, donc effectivement, notion qui a été introduite aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion? Donc, PGD, pour l'abréger en français, ou DMP pour Data Management Plan en anglais. Alors, un plan de gestion, en fait, ça va être un document pas forcément très long. Dans les recommandations, on trouve souvent, dans les descriptions, évoquer une longueur de 2-3 pages. Alors, c'est vrai et pas vrai. On trouve effectivement des plans de gestion qui sont de 2 ou 3 pages. On en trouve aussi des beaucoup plus conséquents. Mais c'est un document qui va décrire la façon dont les données vont être obtenues, vont être traitées, vont être organisées, stockées, préservées, partagées, et souvent dans le cadre d'un projet scientifique. C'est souvent adossé à un projet scientifique. C'est pas forcément obligatoire, mais la plupart des plans de gestion qu'on trouve, en tout cas, sont rédigés, associés à un projet scientifique. Donc, finalement, c'est une aide à la mise en place des bonnes pratiques de gestion, à toutes les étapes donc, de ce qu'on appelle le cycle de vie des données. Bon, j'ai repris ici une représentation très simple. Il en existe beaucoup, des représentations graphiques des cycles de données, plus ou moins compliquées. Bon, là, je suis restée sur quelque chose de très facile. Et voilà. Et donc, finalement, rédiger un plan de gestion, c'est aussi se doter d'un moyen de contrôle donc de sa bonne gestion. Alors, pourquoi rédiger un plan de gestion? Donc, se poser toutes les bonnes questions pour assurer un peu donc les garde-fous sur les risques potentiels. Donc, identifier ces risques, identifier les responsabilités. Donc, dans le cadre d'un projet, on va définir des rôles et qui fait quoi pour que toutes les conditions de gestion soient bien remplies. Donc, c'est planifier finalement pour partager éventuellement les données donc ultérieurement. Et c'est aussi donc assurer la reproductibilité de la recherche, qui est quand même un point fondamental, et permettre à d'autres personnes de comprendre les données en les documentant et bien les utiliser. Alors, c'est aussi, donc ça c'était la première, la série de premières raisons, mais il y en a une autre qui est, donc, parfois c'est une obligation, puisque de plus en plus donc de financeurs de la recherche maintenant exigent, dans les réponses aux appels d'offres, exigent la rédaction des plans de gestion. Alors là, c'est un petit tableau pour rappeler les principaux financeurs de la recherche. Donc, par exemple, pour les scientifiques qui répondent à des appels d'offres européens, dans le cadre donc de H2020, il y a maintenant une forte recommandation, voire une exigence, de la rédaction d'un plan de gestion. On va retrouver ça dans les autres pays, donc par exemple aussi bien en Angleterre, donc avec les RCUK là, qui sont les principaux financeurs de la recherche,
qu'aux États-Unis avec la NSF ou la NIH, en Australie, au Canada. On trouve à peu près partout cette même démarche. J'ai trouvé aussi, sans l'avoir moi-même constaté sur le terrain, mais dans un livre blanc qui a été publié à l'île 3, le livre blanc des données dans les thèses, les auteurs donc, du rapport disent aussi que les plans de gestion commencent à être demandés par les éditeurs lorsque les données sont sous temps d'une publication. Alors moi, j'avais pas encore vu ça, mais apparemment, ça commence à être demandé aussi par les éditeurs. Voilà. Donc là, c'était le pourquoi rédiger un plan de gestion. Maintenant, comment rédiger un plan de gestion? Alors, Francis André a tout à l'heure pointé sur les tutoriels qui sont proposés par l'INIST, qui sont effectivement très bien faits, qui approfondissent cette question donc de la gestion. Et il y en a d'autres, donc je vous ai mis quelques exemples ici. Donc le CIRAD a fait un petit topo aussi, et il y a aussi un guide là, de l'Université d'Hydro. Et il y a aussi, au-delà donc des tutoriels, il y a aussi des outils en ligne que vous pouvez utiliser pour rédiger, vraiment rédiger concrètement le plan de gestion. Alors il y en a deux principaux. Le premier, je connais mieux le premier, donc DMP Online, qui est un outil qui a été développé par le Digital Curation Center là, donc en Angleterre, et le DMP Tool, donc qui est un petit peu un concurrent américain. Alors DMP Online, il est intéressant parce que il intègre notamment les directives donc H2020. Alors pour illustrer ça, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, quand vous arrivez sur le site et que vous mobilisez donc le DMP Online, la première réponse, enfin la première question qui vous est posée, c'est de choisir justement le financeur de vos recherches. Donc soit effectivement vous êtes dans le cadre d'un projet financé, et donc là vous allez choisir le financeur. Votre réponse va orienter la grille de saisie et ensuite vous aurez une adaptation des questions. Vous pouvez aussi très bien dire que vous n'avez pas de financeur et vous avez une grille quand même qui va arriver avec un certain nombre de questions. Alors ensuite, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous allez avoir un certain nombre de petites fenêtres qui vont vous être proposées. Et donc, chaque fenêtre correspond à un élément donc, qui est demandé dans le plan de gestion. Et il y a une aide en ligne. Donc à droite, toutes les petites fenêtres avec du texte vous aiguillent, vous donnent des pistes pour bien répondre donc aux différents éléments qui vous sont demandés. Alors, ce qui est intéressant aussi pour les organismes de recherche, c'est que, par exemple, l'INRA, là, donc, on a commencé à travailler sur un modèle, un template, qui respectera les exigences de H2020, mais qui intégrera aussi des éléments spécifiques demandés par l'INRA. Et on est en contact, on va être en contact avec l'INIST aussi, donc pour travailler aussi avec eux, puisque eux-mêmes ont fait un peu la même démarche. Donc, vous voyez qu'on essaye de travailler un peu collectivement pour avancer de façon plus homogène entre nous. Donc voilà pour la notion de plan de gestion. Alors, si on balaye un petit peu les autres points importants, un point vraiment très fondamental, c'est ce qu'on appelle la description ou la documentation de ces données. Donc c'est indispensable, un petit peu pour tout ce qu'on a dit, pour faciliter la recherche, la localisation des données, favoriser la compréhension des données par un tiers, et donc la reproductibilité et la réutilisation. Alors, comment ça va se passer, cette documentation? L'idée, c'est de fournir des informations utiles qui aideront une personne tierce à bien comprendre et à pouvoir réutiliser ces données. Deux voies pour ça, soit la rédaction de ce qu'on appelle donc les métadonnées, donc ce sont des informations sur les données, ou bien produire dans des fichiers séparés ces mêmes informations, mais de façon un petit peu plus libre. Alors, l'avantage des métadonnées, c'est qu'elles seront interprétables évidemment par l'humain, mais aussi par les machines. Donc, quelque part, ça va faciliter la recherche et les autres traitements. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure de monsieur, il y a donc des recommandations qui sont donc de suivre effectivement pour les métadonnées des standards. Et il y a des standards qui sont un peu génériques, généralistes, et il y a des standards qui ont été élaborés par des communautés thématiques. Donc ces standards, il y en a dans différents types de domaines. Par exemple, donc là j'ai cité quelques exemples, mais dans le domaine des données environnementales, en écologie par exemple, donc il y a des métadonnées spécifiques. La directive Inspire aussi, qui date de quelques années et qui est assez souvent utilisée maintenant, elle est orientée, disons, vers les données géographiques par exemple. Voilà.
je passe assez vite. Alors, je vais illustrer ça juste pour vous montrer des exemples. Donc, voilà des exemples de métadonnées. Hein. Typiquement, ce sont des questions qu'on va poser. Qui a créé les données? Que contiennent-elles? Où sont-elles enregistrées? Quand ont-elles été créées? Comment? Pourquoi? Sur Internet, vous trouverez, si ça vous intéresse, beaucoup de cours et beaucoup d'exemples qui expliquent et illustrent donc ces métadonnées. Elles sont souvent classées par typologie, par type. Donc, par exemple, là, j'ai pris le cours qui s'appelle Mantra, qui a été développé par l'Université d'Édimbourg, et on vous présente les métadonnées, par exemple, donc les descriptives d'abord, les administratives ensuite, et les structurelles ensuite. Voilà. Bon, il y a, selon les cas, elles sont plus ou moins ordonnées. Pour revenir sur les métadonnées donc thématiques, vous pouvez trouver aussi sur différents sites eh bien, des exemples justement de standards de métadonnées adaptés à des thématiques particulières. Voilà, donc par exemple sur le site du DCC, vous en avez en biologie, en sciences du sol. Voilà. Le site de RDA aussi a commencé à proposer des métadonnées thématiques. Un dernier exemple, et intéressant aussi par rapport à la question toujours donc, de l'interaction entre les chercheurs, les documentalistes, GBIF, donc GBIF pour Global Biodiversity Information Facility, qui a une plateforme donc en France, propose une plateforme donc aussi pour rédiger donc des métadonnées et au-delà de ça aussi déposer des données. Et ils ont travaillé justement sur tout un ensemble de métadonnées. Donc là, j'ai pointé sur les métadonnées basiques, mais bon, c'est en tout petit, mais vous voyez qu'en fait, je crois qu'au total, il y a plus d'une centaine de métadonnées, donc c'est quand même, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Mais moi, j'ai suivi ce stage, et enfin un stage de 1 ou 2 jours pour voir à quoi ça ressemblait. Et dans la salle, il y avait quelques documentalistes, mais il y avait des scientifiques qui avaient le projet donc vraiment d'exposer leurs données, et au-delà, notamment de rédiger des data papers, par exemple. Donc vous voyez, typiquement, on trouve déjà vraiment des scientifiques qui sont un peu investis dans la préparation de leurs données et la rédaction de métadonnées. Alors, deuxième élément important, c'est la sécurisation du stockage des données. Donc là, c'est des choses, je pense, que vous connaissez, mais il faut sécuriser à 2 niveaux. La sécurité physique, d'un côté, donc s'assurer que, eh bien, s'il y a des inondations ou s'il y a un incendie, bon, on a fait des multiples copies dans des lieux différents, sur des supports différents, et on n'a pas tout perdu. Et puis, il y a la sécurité informatique, donc plus la protection classique contre les virus, contre le piratage, enfin, tout ce qu'on peut envisager derrière ça. Donc, éventuellement, si vraiment les données sont très précieuses, on peut aller jusqu'au cryptage, pourquoi pas. Donc, stockage. La préservation à long terme, ça, c'est vraiment le fait que si vous déposez des données dans des entrepôts et que ces données donc, sont exposées et publiées, normalement, il y a un engagement d'accessibilité à long terme. Le long terme étant, par exemple, souvent 10 ans. Donc, ça veut dire donc des précautions aussi à prendre en amont pour sécuriser et garantir cette accessibilité. Donc là, l'enjeu est triple, c'est à la fois préserver les contenus, mais aussi donc la lisibilité, c'est-à-dire se prémunir contre l'obsolescence des supports, par exemple, ou des formats ou des logiciels. Alors ça, en fait, les entrepôts qui sont à votre disposition quand vous allez chercher un moyen de déposer vos données, vont proposer des offres de services à différents niveaux. Et donc, c'est graduel. Alors, c'est graduel aussi avec les coûts qu'il peut y avoir derrière. Mais vous aurez, par exemple, un premier niveau de stockage classique simple, un stockage sécurisé, avec multiplication des copies, etc. Et vous avez des systèmes qui peuvent vous proposer vraiment un système donc plus approfondi. Vous aurez à la fois donc le côté réplication, et ça peut aller jusqu'à la garantie de migration de vos données vers d'autres supports si les supports initiaux devenaient obsolètes. Donc là, c'est vraiment derrière des gens dont c'est le métier, hein, des informaticiens qui vont surveiller l'obsolescence des formats, des logiciels, des supports. Voilà. Enfin, la dernière question qu'il faut se poser et qui est aussi fondamentale, c'est que il est rarement possible d'envisager de tout conserver. Et c'est pas forcément non plus légitime. Donc, l'éligibilité des données, c'est une question importante. Donc, il y a des critères qui sont personnels, enfin, que c'est vraiment les gens qui vont produire les données qui vont se poser ces questions-là. Comme aide, on peut trouver aussi, donc là, je vous ai mis un lien vers la NERC Data Value Checklist, là, qui établit un certain nombre de critères qui peuvent aider
pour déterminer si oui ou non les données doivent être préservées à long terme ou pas. Un exemple de critère, c'est le coût, par exemple, de la régénération des données. Si les données sont très précieuses et ce coût est très important, eh bien, c'est peut-être ça qui va faire que par rapport au coût de préservation, voilà, c'est un équilibre à trouver. Alors, à qui s'adresser pour préserver ces données, déposer ces données? Là, il y a en fait toute une panoplie d'entrepôts. Il y a dans certains organismes des entrepôts institutionnels, mais pas toujours. Vous pouvez vous tourner aussi vers des entrepôts thématiques. Donc là, selon votre discipline, certaines communautés sont déjà, par exemple en génétique, dans les sciences biologiques, il y a vraiment des entrepôts qui sont déjà des entrepôts de référence reconnus, connus par les chercheurs et qui sont utilisés depuis longtemps. Donc là, ça se pose pas trop. Pangea, par exemple, c'est un entrepôt qui est orienté un peu sciences du sol, disons. Voilà, alors c'est juste un exemple. Et à côté de ça, il y a aussi des entrepôts pluridisciplinaires. Au niveau du choix, vous allez avoir, par exemple, le modèle économique aussi qui va apparaître, peut-être comme un élément de choix. Donc on a des entrepôts qui sont portés par des organisations publiques et d'autres, au contraire, qui sont portés par des organisations privées. Voilà. Alors pour choisir, un petit conseil, c'est essayer plutôt de travailler d'abord sur des annuaires. Il existe des annuaires d'entrepôts que vous pouvez questionner donc, et arriver donc à des listes un petit peu plus fermées d'entrepôts. Et ensuite, il faudra aller lire les descriptifs, voir donc les fiches descriptives des entrepôts, et aller lire un petit peu toutes les caractéristiques donc de ces entrepôts pour essayer donc de choisir le meilleur, celui qui correspond à votre projet. Alors, vous avez des liens qui vous permettront d'aller voir un certain nombre de ces annuaires. RE3 Data, par exemple, et bien BioSharing dans les sciences de la vie, et il y en a d'autres. Voilà. Alors, il y a des freins au partage, ça a été déjà évoqué par Francis André. Les chercheurs, effectivement, dans les sondages et dans les enquêtes qui sont largement publiées, il y a un gap, il y a un fossé entre d'un côté, effectivement, le déclaratif qui là, est très largement en faveur de l'ouverture. Beaucoup de chercheurs aimeraient pouvoir accéder aux données des autres, mais quand on regarde les chiffres des données et les déclarations des chercheurs quant à leurs propres données, là, les chiffres sont beaucoup plus bas. Donc, c'est ce fossé qu'il faut essayer de rééquilibrer. Alors, il y a aussi des freins au niveau des organisations et des freins techniques. Les pratiques de gestion restent pour l'instant quand même assez hétérogènes. Et il y a une méconnaissance aussi au niveau des scientifiques sur, par exemple, l'aspect métadonnées, c'est vrai. Donc, c'est un petit peu le travail, justement, de sensibilisation et d'information qui peut essayer donc, de faire progresser ça. Les stratégies de préservation sont parfois aussi un peu aléatoires, ça dépend des contextes de travail. À l'INRA, par exemple, il y a des contextes de travail très différents. Des gens qui sont dans des structures où tout est bien organisé, où il y a des infrastructures informatiques, des équipes informatiques, et puis des gens qui sont beaucoup plus isolés. Il peut y avoir aussi un manque d'incitation. Là, donc, c'est la politique des organismes qui peut évoluer. Et puis, il y a aussi, même s'il y a une évolution aussi à ce niveau-là, il y a quand même aussi au niveau des scientifiques, quelque part, peut-être un manque de reconnaissance, actuellement au moins, au niveau donc des processus d'évaluation sur la production des données. Alors, c'est quelque chose qui peut évoluer et qui commence à être revendiqué aussi par des chercheurs. Alors ça, c'était donc la partie gestion, et donc j'en arrive à la dernière partie, sur la diffusion donc des données. Quelles sont les pistes et les stratégies possibles? Première voie, c'est simplement de déposer ces données dans un entrepôt. Alors là, on ne peut pas forcément parler vraiment de publier, c'est vraiment un dépôt. Ça donne déjà une première visibilité, mais disons que ce n'est pas forcément la voie idéale. Ça peut être aussi de fournir ces données sous la forme de matériel supplémentaire, donc adossé à une publication. Et enfin, ça peut être aussi donc de publier ces données dans ce qu'on appelle un data paper, donc ça a déjà été évoqué aussi tout à l'heure, qui est une publication effectivement un peu en émergence, une publication qui est spécifique, qui va décrire les données. Donc finalement, un data paper, c'est un ensemble d'éléments descriptifs du jeu de données, qui vont lui donner donc une force, parce qu'en fait, ça va expliciter donc la nature des données, et il n'y a pas du tout d'interprétation et d'analyse comme dans un article classique. Bon, ça a déjà été dit, donc ces data papers, on va les retrouver soit publiés dans des revues classiques,
avec d'autres types de documents, soit dans ce qu'on appelle des data journals, il commence à y en avoir de plus en plus, qui vont donc être spécialisés sur ce type de publication. Donc ces data journals vont d'ailleurs souvent pouvoir soit préconiser, recommander des entrepôts de confiance, donc et vont orienter donc vers ces entrepôts. Alors il y a une dernière voie, mais dont je ne parlerai pas, qui est le fait de publier dans ce qu'on appelle le web de données. Donc là, on ouvre vers ce qu'on appelle les link data, le web sémantique. Bon, c'est intéressant, mais c'est encore relativement discret, disons, pour l'instant. Alors à l'INRA, il y a des gens qui travaillent un petit peu vers cette branche-là, mais c'est encore un peu pas tellement développé. Alors pour reprendre un petit peu ça, quand on parle de données partagées versus données publiées, j'essaye d'expliquer un petit peu ça. Certains auteurs là ont bien marqué que quand on parle de données publiées, finalement, on traduit plusieurs choses. On traduit le fait que les données, elles sont rendues accessibles par le fait du dépôt dans un entrepôt. Donc, publié, ça veut dire disponible au public par ce dépôt dans un entrepôt. C'est aussi le fait d'être citable, et la citation va aussi être liée à la notion d'identifiant, donc on en reparlera tout de suite après. Donc, disponible au public, citable grâce à cet identifiant, documenté avec donc les fameuses métadonnées qu'on a évoquées tout à l'heure. Et le dernier élément, mais qui n'est pas vrai à 100%, mais là c'est encore un plus, c'est quand elles sont en plus validées dans le cadre d'un processus de peer review. Donc voilà, et quand toutes ces conditions sont réunies, là vraiment on a des données qu'on peut qualifier de données publiées. Alors les identifiants. Les identifiants, c'est aussi un élément qui est fortement recommandé par exemple là à H2020, et dans les recommandations, donc les guidelines là, sont vraiment accessibles en ligne. En anglais, ils ont été traduits aussi en français. Et si on regarde donc dans ces lignes directrices, on voit que H2020 recommande deux choses, que à la fois quand c'est possible, les contributeurs, donc les personnes qui sont les producteurs donc des données, soient identifiés donc avec des identifiants, et bien sûr donc les données. Alors avec des identifiants donc pérennes, donc ouverts, interopérables. Donc par exemple pour les contributeurs, je ne sais pas si vous connaissez pour les doctorants qui sont présents la notion donc d'identifiant ORCID ou ORCID, mais ça commence à être utilisé pas mal. Et au niveau des données, on va utiliser beaucoup par exemple les DOI, donc DOI pour Digital Object Identifier, qu'on connaît déjà pour les publications, et pour les données, donc on va utiliser notamment le DOI DataCite. Donc DataCite, c'est un organisme qui préconise, en fait, qui donne des préconisations au niveau de la description des données. Voilà, donc un DOI, c'est un identifiant pérenne, unique, qui va permettre donc de référencer et donc de citer un objet numérique et donc de le retrouver plus facilement. Alors, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais il y a vraiment une réelle valeur ajoutée entre cette liaison données et publication. Pourquoi ? Pour différentes raisons, et la première d'entre elles, c'est que ça va permettre de retrouver plus facilement les données. Puis, à travers la publication, dans un moteur, on va retrouver plus facilement donc la zone auteur, titre, etc. Et on arrivera plus facilement au jeu de données. Deuxième chose, c'est qu'on va améliorer la valeur contextuelle du jeu de données, puisque tous les éléments de la publication vont aussi donc donner des informations utiles pour bien comprendre donc le contenu des données. Donc ça va faciliter aussi l'interprétation et la réutilisation. Et puis le dernier élément qui est important pour un scientifique, c'est que ça va permettre aussi une reconnaissance finalement vers les auteurs. Donc cette reconnaissance donc supplémentaire donc du travail non négligeable donc de la production et de la documentation des données. Alors il y a des auteurs, là je vous ai cité notamment Heather Piwowar là qu'on trouve dans la littérature, qui défendent, qui ont publié déjà des articles qui montreraient, alors je prends le conditionnel parce que c'est toujours un peu controversé, qu'il y aurait donc un Open Data Citation Advantage, comme il y a eu un Open Access, enfin comme il y a toujours, un Open Access Citation Advantage. Alors dans certains articles, elle estime, mais bon, il y a eu des avancées et des reculades aussi donc là-dessus, mais elle estimait donc qu'il y avait un gain donc entre 9 à 30% selon les années de publication donc
Donc entre des publications qui sont publiées sans données et des publications qui sont associées à des données. Voilà. Alors un élément très important, c'est aussi donc la citation des données. Donc comment citer un jeu de données dans un article? Donc là encore, donc là un petit arbre de décision, mais il est dans le topo, donc vous pourrez le retrouver. C'est effectivement important de bien construire la citation à partir donc d'un jeu de données. Et là encore, ça va dépendre aussi de la situation. Si vous avez donc un jeu de données associé à une publication, il faut aller lire par exemple les instructions aux auteurs qui probablement orienteront le type de citation attendue. Donc vous fourniront peut-être un modèle à suivre. Le deuxième élément, c'est que si vous avez déposé donc vos données dans un entrepôt, la politique de l'entrepôt aussi, donc les instructions qu'on vous donnera, orienteront éventuellement aussi vers un modèle de citation à suivre. Et si il n'y a pas de consigne évidente, vous pouvez donc aussi vous-même construire cette citation, comme on peut le faire pour les articles. Et là, il est recommandé de suivre notamment les consignes donc, de DataCite, encore de nouveau cet organisme. C'est assez simple puisqu'en fait la recommandation n'impose à minima que 5 champs pour construire donc la citation comme une citation bibliographique. Donc là c'est juste au passage, mais c'est important de bien citer les données. Dernier élément, et pas le moindre et pas le moins compliqué surtout, c'est la notion de licence. Donc ça a déjà été signalé tout à l'heure. Il est important et fortement recommandé de définir de choisir une licence apposée donc aux données pour définir les conditions de la réutilisation. Par exemple, les droits d'utilisation et ou de modification, les droits de réutilisation commerciale ou non commerciale, les obligations éventuelles, comme par exemple le fait de mentionner la source. Voilà, donc ça c'est donc défini dans les licences. Et là encore, il peut y avoir un conseil aussi qu'on peut donner, c'est d'aller bien vérifier si les instructions aux auteurs de la revue ou si l'entrepôt dans lequel on a déposé les données n'oriente pas déjà vers une licence particulière. Donc finalement, c'est un critère de choix vers un entrepôt ou un éditeur éventuellement. Alors, c'est vraiment les problèmes juridiques sont vraiment un problème épineux. Oui, j'arrive à la fin. Voilà. Dernière diapo, je crois, ou presque dernière, les limites du partage. On ne peut pas tout partager, on l'a vu tout à l'heure pour des aspects déjà pratiques, mais il y a aussi donc parfois des limites éthiques, notamment les données personnelles, les données sensibles, médicales par exemple, et il y a aussi des limites juridiques possibles dans certaines situations. Donc, je vais vite. C'est ma dernière diapo, et finalement, je recroise avec tout à l'heure ce qui a été déjà dit par Francis André, c'est que finalement, les données, c'est un objet complexe, qui n'est pas si simple que ça à gérer, à bien préparer, et c'est un objet qui fait appel finalement à des acteurs donc multiples, à des compétences variées. Elles ont déjà été évoquées tout à l'heure, et on les retrouve dans cette représentation. Donc, évidemment, scientifique, mais aussi un peu documentaire sur les aspects de métadonnées, plan de gestion, numérique bien sûr, juridique, économique, éthique et politique. Et pour finir, donc l'exemple de l'INRA forcément qu'on connaît, que je connais mieux, il y a vraiment un enjeu au niveau des aspects juridiques et un groupe de travail vraiment s'est mis en place avec des juristes pour essayer de donner une aide aux chercheurs, parce qu'on a fait des enquêtes déjà, et ce qui ressort vraiment des scientifiques, dans les attentes qu'ils ont pour les accompagner vers cette ouverture des données, c'est vraiment ça qui ressort beaucoup. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Je trouve que quand la presse généraliste s'empare de la question des données de la recherche, et ça arrive dans le monde, dans le courrier international, c'est toujours par le biais de la fraude scientifique. Et on n'en a pas du tout parlé là. Peut-être est-ce un effet de loupe qui est propre aux médias français ou en tout cas européens. Mais théoriquement aussi, déposer son jeu de données doit permettre, bien qu'on puisse aussi donner un jeu de données, mais théoriquement ça doit permettre de faire un lien, de vérifier d'abord que l'expérience est reproductible et apporte les mêmes résultats, et ensuite que les conclusions de l'article ne sont pas
trop enthousiaste par rapport aux données dont on dispose. Est-ce que vous confirmez que c'est important pour les décideurs, cette dimension, ou alors est-ce que on est vraiment dans un mécanisme de contribution de pure collaboration sans aucune arrière-pensée de vérifiabilité des résultats de la recherche? Alors bon, moi je suis pas vraiment à ce point-là auprès des chercheurs pour vraiment vous répondre, mais c'est vrai qu'il y a énormément, je suis d'accord avec vous sur le fait que dans la presse un peu généraliste, il y a vraiment beaucoup d'accent en ce moment mis sur les aspects fraude et tout, parce qu'il y a eu quelques événements qui sont sortis dans la grande presse quasiment et que ça fait beaucoup couler d'encre. Alors, je pense que tout à l'heure, ce qui a été dit sur l'aspect confiance et l'aspect reproductibilité donc des données, c'est effectivement un axe sur lequel il faut travailler. Et alors, tout à l'heure, ça a été évoqué. Donc, il y a des entrepôts avec donc les fameux sceaux là qui marquent donc un effort donc au niveau justement de la transparence, de la reproductibilité. Il existe aussi des démarches. Alors, je les ai plus forcément en tête, mais il y a des démarches. Alors, avec des coûts parfois aussi, pour que les scientifiques, par exemple, puissent avoir une sorte de sceau aussi pour garantir que leurs données étaient reproductibles. Ça existe, hein. Mais il y a aussi un coût derrière. Voilà. Voilà, je pense que je peux vous dire à mon niveau, hein, mais voilà. Mais je pense qu'effectivement, en ce moment, il y a un peu une visibilité un peu exacerbée là des aspects de fraude, etc. Ouais. Alors c'est aussi parce que les aspects, par exemple, de plagiat, enfin nous on fait des formations pour les doctorants, c'est quelque chose qu'on les met en alerte là-dessus parce que la technique permet aussi de déceler les plagiats plus facilement, etc. Enfin voilà, il y a tout un